Bonjour, bienvenue à cette deuxième capsule vidéo sur les fonctions. Dans cette vidéo-là, on va voir les fonctions injectives, surjectives, bijectives, qui sont des définitions très importantes en maths. Puis, on va parler aussi des infinis dénombrables et des infinis indénombrables. Donc, on va démontrer qu'il existe des infinis qui sont différents les uns des autres. Donc, les fonctions injectives, surjectives, bijectives, c'est des caractéristiques qu'on peut donner à des fonctions, des caractéristiques importantes. Fait qu'une fonction qui est injective. Donc, je lis la définition, puis on va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire. Là. Les définitions, des fois, sont un petit peu lourdes à lire. Là. Sur une fonction qui va de A vers B, on dit qu'elle est injective si pour tous les éléments B, dans l'ensemble B, il existe au plus un élément A de l'ensemble A tel que f de A est égal à B. Autrement dit, puis là encore ça, c'est quasiment plus dur à lire, là. F est injective si seulement si pour tout x1, x2 de A, si x1 est différent de x2, alors f de x1 est différent de f de x2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les éléments de B vont avoir au maximum une flèche qui va vers eux. Fait que là, par exemple, je pourrais avoir, je sais pas moi, 3 éléments là. Je vais pas mettre des points là. Je vais mettre A1, A2, A3. Puis si je vais mettre B1, B2, B3. Alors, je vais en mettre 4 éléments. B1, B2, B3, B4. Fait que là, pour tous les éléments dans B, il existe au plus un élément de A. Ça veut dire qu'il y a au maximum une flèche qui va aller vers un élément de B. Par exemple, lui, je pourrais aller vers B1. Lui, je pourrais aller vers B4. Et lui, je pourrais aller vers B2. Fait que pour chaque élément de l'ensemble B, j'ai au plus une flèche. Fait que ce qui serait... On peut se l'écrire, là, chaque élément de B a au plus une flèche. Flèche, comme ça. Fait que c'est soit qu'il y en a une, soit qu'il y en a zéro. C'est ça que ça veut dire. C'est soit qu'il y en a une, ou zéro, comme B3. Quand c'est en graphe sagittale, c'est pas si pire déterminer si c'est injectif. Si on a une fonction qui est décrite comme avec sa règle de correspondance, un peu comme vous voyez en calcul, hein, f de x égale blablabla. Comment on va faire pour démontrer que c'est injectif? Et là, ça va être un petit peu plus difficile. Et c'est une démonstration. Yeah. Pour prouver qu'une fonction est injective, on prouve la contraposée de l'implication de la définition. Fait que c'est l'implication qui est ici. C'est-à-dire, on prend deux y ou deux f x1, x2 qui sont égaux. Puis, on veut déterminer, dans le fond, on veut prouver que s'ils sont égaux, alors ça veut dire que c'était le même x. Parce que graphiquement, une fonction qui est injective, on va essayer de se le... Chaque élément de B a au plus un élément de A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque Y, je vais avoir au plus un X. Fait que par exemple, ça ici, c'est injectif. Parce que pour chaque Y, j'ai au plus un X. Un autre exemple, une parabole, ce n'est pas injectif. Pourquoi ce n'est pas injectif? Parce que prenez un Y, n'importe quel, mettons que ça ici, ça vaut 3, là. Mais pour ce Y-là, j'ai 2X. Donc, ça ne marcherait pas parce que j'aurais deux flèches qui vont vers un élément de l'ensemble d'arrivée. Ça ne serait pas injectif. Quand on regarde graphiquement, il y a un truc pour savoir si c'est injectif. On fait le truc des droites horizontales. Là. On met des droites horizontales virtuelles, puis on regarde si, à un moment donné, une droite horizontale couperait plus d'un endroit dans le graphique en même temps. Si c'est le cas, c'est que ce n'est pas injectif. Fait que nous, comment on va le prouver avec une fonction, ça ne sera pas en traçant le graphique, c'est qu'on va prouver la contraposée. Donc, on va prendre deux y qui sont égaux, puis on va démontrer que s'ils sont égaux, c'est parce que ça prenait le même x, comme dans le cas en haut. Hein, si je prends deux y égaux, donc ça ici, mais c'est parce que ça provient du même x. Et non comme lui ici. Donc, si je prenais deux y égaux, donc 2 fois le 3, c'est pas parce que ça provient de deux x différents. Pour démontrer qu'une fonction n'est pas injective, bon, il suffit de trouver deux éléments. Fait que là, ici, je dirais, j'ai trouvé x1 et x2, que leur image est de 3. Ça n'est pas injectif. L'exemple 7 prouver que la fonction f r plus vers r, où f de x est égal à racine de x plus 1, est une fonction injective.
Donc, pour démontrer qu'elle est injective, on prend deux éléments arbitraires x1 et x2 de l'ensemble de départ. Donc, soit x1, x2, éléments de R+, donc les réels positifs. Puis, on va démontrer que si f de x1 égale f de x2, alors x1 est égal à x2. Donc, ça, c'est une implication. Hein? Ça, f de x1 égale f de x2, ça devient notre hypothèse. On suppose que f de x1 égale f de x2. Puis là, on va voir qu'est-ce que ça amène. Donc, ben, f de x1, ça serait racine carrée de x1 plus 1. F de x2, ça serait racine carrée de x2 plus 1. Puis on va essayer de démontrer que x1 est égal à x2. Ben, on peut mettre au carré x1 plus 1, x1, pas x2, est égal à x2 plus 1. Puis ben, on fait moins 1 de chaque côté. On a que x1 est égal à x2. On a gagné. Donc c'est bel et bien une fonction injective. Ainsi, f est injective. De manière générale, si c'est pas injectif, c'est que des fois, on va avoir des cas qu'on va rajouter genre un plus ou moins en créant des racines carrées de chaque côté, par exemple, pour une fonction racine carrée. Mais dans ces cas-là, essayez pas de le prouver, faites juste trouver un contre-exemple. Deuxième définition importante, qu'est-ce qu'une fonction qui est surjective? Donc, une fonction, je lis la définition, après ça, j'explique qu'est-ce que c'est, qui va de A vers B, est surjective si pour tous éléments de B, il existe au moins un élément de A tel que f de A égale B. Tantôt, c'était au plus, maintenant, c'est au moins. En d'autres mots, chaque élément de B doit être atteint, au moins une fois. Donc, par exemple, si je prends A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3. Donc, chaque élément de B doit être atteint. Fait que je pourrais amener A1 vers B1, A2 vers B1, A3 vers B3 et A4 vers B2. Donc, ça ici, c'est injectif. Je l'écris ici. Chaque élément de B doit avoir un antécédent. Au moins. Donc, au moins un antécédent. Et c'est ça qui détermine une fonction qui est surjective. Ça veut dire que tous les éléments de l'ensemble d'arrivée vont avoir été atteints. Pour démontrer qu'une fonction est surjective, souvent ça revient à trouver un peu l'inverse de la fonction. Vous allez voir dans la preuve. Et peut-être un petit peu dur à comprendre pourquoi ça marche. Là. Pour prouver qu'une fonction est surjective, on prend un élément arbitraire y de l'ensemble d'arrivée, puis on montre qu'il va toujours pouvoir être possible d'être atteint. Ensuite, on isole la variable x représentant l'élément de l'ensemble de départ. Finalement, on vérifie que si tous les éléments de y de l'ensemble d'arrivée respectent l'égalité. Si. En tout cas, on vérifie que tous les éléments y de l'ensemble d'arrivée respectent l'égalité. Dans le fond, on regarde si tous les éléments y peuvent être atteints. On en prend un arbitraire, puis on démontre que tel x va amener vers cet élément arbitraire-là de y. Pour montrer qu'une fonction n'est pas surjective, on trouve juste un élément de l'ensemble d'arrivée qui n'a pas d'antécédent. Encore une fois, ça revient quasiment à trouver un contre-exemple. Exemple 8. Déterminer si la fonction f des réels vers les réels. Et là, les ensembles de départ et d'arrivée sont très importants pour déterminer si une fonction est surjective ou injective. Le fait de changer les ensembles pourrait changer complètement le fait qu'elle soit injective ou surjective. Fait que juste regarder ça. Là. Donc, f de x est x moins 5. Est-elle surjective? On peut, avant de le prouver, essayer de s'en assurer là, quand c'est des fonctions qu'on connaît. X moins 5, c'est une droite qui est ici. Là. Est-ce que tous les éléments de l'ensemble d'arrivée, donc tous les réels, vont être atteints? Donc, vont-ils avoir tout un antécédent? Ben oui, là, si on continue la droite de chaque côté, on remarque que toute l'image serait les réels pour vrai, là, vont toujours être atteints. Fait comment est-ce qu'on va faire? Selon la remarque en haut, on prend un élément arbitraire de l'ensemble d'arrivée. Puis, on va démontrer qu'il va toujours être possible d'y arriver. Là. Fait que soit y, élément des réels, là, ce réel-là, c'est lui de l'ensemble d'arrivée.
tel que y égale f de x. Alors, j'ai peut-être manqué de place ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Si y égale f de x, ça veut dire que y est égal à x moins 5. Parce que f de x est égal à x moins 5. On isole x. Pourquoi j'isole x? Donc y plus 5 est égal à x. Ça veut dire que le y que j'ai choisi de manière arbitraire, je peux toujours l'obtenir avec le x que je viens de trouver ici. Le x s'appelle y plus 5. Fait que, étant donné que ce x-là, ce x est élément des réels, et ce réel-là, c'est l'ensemble de départ. C'est important qu'il fasse partie de l'ensemble de départ. Ça veut dire que le x va toujours fonctionner. S'il ne faisait pas partie de l'ensemble de départ, ça veut dire que ça me prendrait des x qui sont inatteignables pour aller chercher mon y de l'ensemble d'arrivée. Ainsi, tous les y vont être atteints. Donc ainsi, là on peut se l'écrire, pour tout y élément des réels, il existe un x. Oh, vous aimez la notation symbolique, hein? On est content de l'avoir vu avant. Il existe un x de l'ensemble des réels. Donc ça, c'est l'ensemble d'arrivée, ça, c'est l'ensemble de départ, tel que y est égal à f de x. Donc f est surjective. Ce genre de preuve qu'on n'est jamais sûr que ce qu'on fait est bon. Mais c'est important d'essayer de comprendre. Fait que le but, c'est de déterminer que notre y qu'on a choisi arbitraire va toujours être atteint en choisissant, dans le fond, quel x va me permettre d'atteindre ce y-là. C'est sûr que le x dépend du y. On a vu, là, quand on fait un pour tout, il existe. Le deuxième dépend du premier. On l'a vu, ça. Il faut s'assurer que le x qu'on a trouvé fait partie de l'ensemble de départ. Sinon, ben, ça ne marche pas. En B, déterminer si la fonction f de x est égale à x à la 3 est surjective. Si vous êtes à l'aise avec ces graphiques-là, x à la 3, c'est la fonction qui ressemble à ça. C'est comme deux branches de parabole, mais il y en a une qui est comme switchée pour aller vers le bas. Tous les éléments d'ensemble d'arrivée vont être atteints. Donc, si je le regarde graphiquement, c'est bien. C'est bien le cas. Là. Fait qu'on va dans le fond le prouver. Là. Soit ça ressemble, vous allez voir, c'est la même chose. On prend un élément arbitraire de l'ensemble d'arrivée. Fait que ce R-là, c'est encore une fois l'ensemble d'arrivée. En tout cas, c'est mélangeant qu'ils soient toujours les mêmes. Tel que y égale f de x. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ben, f de x, c'est x à la 3, donc y égale x à la 3. Puis, on va isoler notre x. Donc, racine cubique de y, c'est égal à x. Ce x-là est bel et bien dans l'ensemble de départ. J'aime pas ça l'écrire comme ça, ce x-là. X est bel et bien dans l'ensemble de départ. Parce que la racine cubique d'un nombre réel, c'est bel et bien un nombre réel, donc il fait partie de l'ensemble de départ. Ainsi, là, je ne vais pas tout réécrire. Là. Quand on a trouvé notre x, c'est suffisant. Là. Donc, il existe un x, blablabla. Ainsi, f est surjective. Déterminer si la fonction g de réel vers les réels définie par g de x égale x au carré est surjective. Donc là, ça ici, c'est une parabole. Une parabole n'est pas surjective. Pourquoi? Parce que tous les éléments des réels négatifs ne seront jamais atteints. Fait que cette fonction-là ici n'est pas surjective. Fait que quand c'est pas surjective, on suffit de trouver un élément de l'ensemble de l'arrivée qui ne sera pas atteint. Soit, prenez-en un arbitraire, vous pouvez y aller de manière générale aussi, là, y est égal à moins 4.
il n'est pas possible de trouver de x qui va être égal à moins. En fait, non, attends, je vais y aller d'une manière différente. Soit g de x qui est égal à x au carré. On va le minimum de cette fonction-là, c'est 0. Donc, le minimum de g de x est 0. Il n'y a pas de valeur en dessous. Là. Pour déterminer le minimum d'une fonction, bon, vous allez le voir plus tard en calcul différentiel. Là. Ici, c'est assez évident. Là. Donc, il n'y a pas de valeur plus petite que 0 qui vont être atteintes. Là. Donc, il n'y a pas de y plus petit que 0 qui ont un antécédent. Donc là, je n'ai trouvé plein. Là. On pourrait en trouver seulement un. C'est juste des fois, c'est dur à prouver qu'il n'existe pas d'antécédent. Si jamais vous avez essayé de faire la preuve qui est en haut, la seule raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est que quand vous essayez d'isoler votre x, vous verrez que x est égal à plus ou moins la racine carrée de y. Et là, vous n'êtes pas capable de trouver le x qui fait qu'on trouve le y. C'est comme si vous en aviez deux là, ici. Là, qui fait que, et là, à cause de ça, ça ne fonctionne pas. Là. Si jamais on changeait les ensembles de départ et ou d'arrivée, en fait, si on mettait g qui va des réels vers les réels positifs, ça maintenant, ça devient surjectif. Et on n'aurait plus le problème parce qu'on aurait plus le moins la racine carrée d'un nombre que je viens juste d'écrire. Puis, il n'y a pas des y négatifs là, qui n'ont pas besoin d'être atteints. Là. Fait que ça ici deviendrait surjectif. Fait que changer les ensembles de départ et d'arrivée change, dans le fond, les propriétés des fonctions. Et finalement, une fonction qui est bijective, c'est une fonction qui est à la fois injective et surjective. C'est-à-dire, pour tout B, l'ensemble d'arrivée, il existe exactement un élément A de l'ensemble de départ. Si j'ai A1, A2, A3, B1, B2, B3, bien là, j'aurai exactement un élément de l'ensemble de départ qui vont vers un élément de B. C'est assez simple. Pour prouver qu'une fonction est bijective, il faut prouver que la fonction est à la fois injective et surjective. Exemple 9. Prouver que la fonction f, r vers r, telle que f de x est égal à 3x moins 5, est bijective. Fait qu'on va commencer par démontrer qu'elle est injective. Fait qu'on se rappelle, pour injective, on prend deux éléments arbitraires de l'ensemble de départ, soit x1, x2. Et on va démontrer que si f de x1 égale f de x2, alors x1 est égal à 2. x2. Donc, on suppose que f de x1 est égal à f de x2. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 3 fois x1 moins 5 est égal à 3 fois x2 moins 5. On fait plus 5 de chaque côté. 3x1 est égal à 3x2. On divise par 3. On obtient que x1 est égal à x2. Donc, elle est injective. Surjective. C'est ça qu'on n'est jamais sûr. Soit y de l'ensemble d'arrivée. L'ensemble d'arrivée, c'est les réels. Tel que y est égal à f de x. Et là, on va essayer de démontrer qu'on est capable de trouver un x de l'ensemble de départ qui va nous amener vers ce y-là. Fait que y, c'est égal à 3x moins 5. Je fais plus 5 et je divise par 3. Donc, y plus 5 divisé par 3 est égal à x. J'ai trouvé le x. Ce x-là fait bel et bien partie des réels. Il faut s'en assurer, sinon ça ne marchera pas. Et le réel, c'est lui de l'ensemble de départ. Donc, elle est surjective. Je manque de place. Puisqu'elle est à la fois surjective et injective, elle est donc bijective. F est bijective car elle est injective
et surjective. Et on se gâte avec notre petit carré. Exemple 10. Soit les ensembles A, 1, 2, 3, 4, B, W, X, Y, Z. Décrire une fonction objective entre les deux ensembles. Fait que là, on choisit. Il faut s'assurer qu'elle est bijective. Donc, soit F, une fonction qui va de A vers B. Et là, ben, on peut... je vais commencer avec un graphe sagittal, puis après ça, je vais déterminer c'est quoi ma fonction. Là. Fait que ici, ça c'est la fonction F. Fait que j'ai 1, 2, 3, 4, W, X, Y, Z. Fait que là, je peux être bien plate puis envoyer 1 vers W, 2 vers X, 3 vers Y, 4 vers Z. Si vous voulez être plus wild, vous pouvez interchanger quelques couples. Là. Donc, F, c'est l'ensemble des couples 1W, 2X, 3Y et 4Z. C'est la fonction F. Là, il y en a plusieurs. Là. Vous pourrez amener 1 vers X, 2 vers W, 3 vers Z, 4 vers Y, peu importe. Là. Ça va fonctionner. Donc, c'est une fonction qui est bijective. Que peut-on conclure quant à la cardinalité de deux ensembles? Bien là, pour que ça soit une fonction, il faut que tous les éléments de l'ensemble de départ, j'aurais dû l'écrire, aient une flèche qui va vers l'ensemble d'arrivée. Et pour que ça soit bijectif, tous les éléments de l'ensemble d'arrivée doivent avoir exactement une flèche qui arrive vers eux. Bien, pour que ça marche, il faut qu'il y ait le même nombre d'éléments partout. Là. Donc, la cardinalité de A est égale à la cardinalité de B. Puis, ça va être une introduction pour démontrer les infinis dénombrables et indénombrables. Fait que vous pouvez essayer l'exercice 4, très intéressant. On joue avec justement les ensembles de départ d'arrivée pour déterminer si les fonctions sont injectives ou surjectives. Donc, c'est un bon exercice. Les infinis dénombrables et indénombrables. Je vais vous mettre en ligne une vidéo intéressante là, sur un truc d'hôtel, je ne me rappelle plus le titre exactement. Là, qui parle justement un petit peu de ces relations-là entre les ensembles des naturels, des entiers et des réels. Quand même très intéressant. On peut démontrer que deux ensembles ont la même cardinalité si on est capable de créer une fonction bijective entre ces deux ensembles-là. On vient de montrer en haut que pour que ce soit bijectif, il faut qu'il y ait le même nombre d'éléments. Mais quand il y a une infinité d'éléments, on ne les comptera pas. On va essayer de déterminer une fonction bijective entre ces deux ensembles-là. Si on est capable, ça veut dire qu'ils ont le même nombre d'éléments. Et ça, c'est la définition qu'on a ici. Là. Fait que deux ensembles ont la même cardinalité s'il existe une bijection entre ces deux ensembles-là. Et là, ça va être contre-intuitif. Exemple 11, démontrer que l'ensemble des nombres naturels et l'ensemble des nombres entiers ont la même cardinalité. Donc, on veut démontrer que les naturels ont autant d'éléments que dans les entiers. Même cardinalité. Puis là, vous allez dire, ben non, dans les entiers, il y a des nombres négatifs, pas dans les naturels. C'est pas grave. Fait que là, les bijections ne sont pas toujours évidentes à trouver. Là. Souvent, c'est d'y aller avec la parité ou la non-parité. Là. Fait qu'une bijection qui existerait, là, imaginez-vous, encore une fois, ça va être très contre-intuitif. Pour chaque élément de l'ensemble, on va y aller des entiers vers les naturels. Pour chaque élément de l'ensemble des entiers, si l'élément de départ était positif, donc si A, élément de Z, est positif, ben, on l'envoie vers un nombre pair. Si l'élément de l'ensemble de départ est négatif, on l'envoie vers un nombre qui est impair. Fait que là, ici, ça, c'est des éléments de Z, donc des entiers. Ici, c'est des éléments des naturels. Ça, ben, ça fait en sorte que les éléments de l'ensemble de départ vont pouvoir avoir une flèche vers un élément de l'ensemble d'arrivée. Fait que là, pour quel paire ou impair choisir, là, ce qu'on va faire, c'est que pour les positifs, on fait juste x2. Ça va toujours devenir un nombre pair. Et pour les négatifs, on fait 2 fois la valeur absolue moins 1. Fait qu'on a ici la fonction. Là. Donc la valeur absolue, oups, c'est le pire encadré que j'ai fait de ma vie. La valeur absolue va faire en sorte qu'on devienne positif. Puis là, ben, on va aller chercher tous les nombres impairs.
Puis on a donné un exemple avec les premiers nombres, mais on va toujours pouvoir continuer. Tant qu'on est capable de continuer aussi longtemps, donc on n'en oublie pas, ça veut dire qu'on a été capable de créer une bijection. Donc ça ici, c'est bel et bien une fonction qui est bijective. Et donc, il y a autant d'éléments entre les entiers et les naturels. C'est pas évident à comprendre, je vous l'accorde. Démontrer que l'ensemble des naturels et l'ensemble des rationnels ont la même cardinalité. Là, c'est encore pire. Donc, les rationnels, non seulement ça peut être négatif, mais on rajoute des fractions. Ils ont quand même autant d'éléments. Fait que là, la bijection, la façon qu'on va procéder, on va passer des naturels vers les rationnels. Puis ce qu'on se fait, c'est qu'on se fait un genre de tableau, comme vous voyez ici. Là. Donc, je fais tous les nombres rationnels. Fait que je commence par 1 sur 1, 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4, et ainsi de suite. Puis, je les écris toutes. Puis là, après ça, sur la deuxième ligne, je fais la même chose, mais avec moins 1. Donc, moins 1 sur 1, moins 1 sur 2, moins 1 sur 3. La troisième ligne, je fais 2 sur 1, 2 sur 2. Ici, 2 sur 2 que j'ai mis en parenthèse, il n'existe pas. On l'a déjà fait. Fait qu'il faudrait le skipper. 2 sur 3, ainsi de suite. Puis, je continue. Fait que là, quand je fais un tableau comme ça, on s'assure que je vais aller chercher tous les nombres rationnels. J'ai tous les positifs, tous les négatifs. Puis, je commence du plus petit, j'avance vers le plus grand. Et la bijection, c'est qu'on va se faire un parcours. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le premier nombre, je l'associe vers 0. Et là, je fais un parcours. Fait que le deuxième nombre, je l'associe vers 1. Le troisième nombre, je l'associe vers 2, et ainsi de suite. Puis là, le but, c'est de suivre le parcours pour oublier aucun nombre rationnel. Fait que là, si vous regardez le parcours que je suis, en bleu, et si je pogne un nombre que j'ai déjà fait, je le skip. Fait que là, ici, on le skip, lui, ici. Là. Et là, on pourrait continuer comme ça. Toc, toc, toc. Et là, j'irai aller chercher les deux plus bas, et ainsi de suite. En faisant ça, tous les nombres que j'ai ici dans mon tableau de nombres rationnels vont être associés à un nombre naturel. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et ainsi de suite. Je vais toujours être capable d'en associer un nombre naturel à un nombre rationnel. Il existe donc une fonction bijective. Et là, elle est difficile à décrire, là, fait qu'on fait juste décrire des exemples. S'il existe une fonction objective, c'est que leur cardinalité est égale. Mais allez voir le lien vidéo que je vous envoie, là, il est très intéressant. Exemple, on va démontrer informellement que l'ensemble des nombres naturels et l'ensemble des nombres réels n'ont pas la même cardinalité. Donc, on ne peut pas faire un truc comme on vient juste de faire. Là. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller par l'absurde. On va supposer qu'il en existe une fonction objective. De l'ensemble des naturels vers l'ensemble des réels. Fait qu'on suppose qu'il y en a une. Si une fonction comme ça existe, c'est qu'on peut énumérer tous les nombres réels sans exception. Hein, comme ici, je serais capable d'énumérer tous les nombres rationnels. J'ai trouvé la façon de le faire. Là. Fait que ce qu'on se dit, c'est que, mettons que je suis capable. Fait que, mettons que 0, je l'associe à 5.4890116, blablabla, blablabla, blablabla. Là, n'oubliez pas qu'on peut mettre une infinité de décimales. Hein. Fait que voici ma liste. Puis imaginez que ma liste est infinie, puis je pense les avoir toutes atteints, les nombres réels. Mais en fait, on ne les a pas tous atteints. Parce qu'il suffit de changer un seul élément dans n'importe quel nombre. On pourrait changer des éléments dans n'importe quel nombre pour créer un nombre réel qu'on n'a pas réussi à aller chercher encore. Étant donné qu'il y a une infinité de décimales, là, fait qu'il est toujours possible de créer un nouveau nombre qui ne se trouve pas dans notre liste. On pourrait, par exemple, prendre la diagonale, ici. Donc, la diagonale est infinie. Et on rajoute 1 à cette nouvelle diagonale-là et on crée un nombre. Fait que là, je créerais le nombre 6,23. En fait, j'ai mal checké ma diagonale. 2, 7, blablabla. Là. 2, blablabla. C'est un nouveau nombre que je n'avais pas trouvé avant. Ou bien, je pourrais prendre la diagonale et faire x2 si je dépasse 10, j'enlève la dizaine, peu importe. Donc, en faisant ça, on se rend compte qu'on est capable toujours de créer des nombres réels qu'on n'a pas encore associés. Ça veut dire que c'est comme si on en avait oublié des nombres réels. Hein, quand je faisais mes flèches comme ça, je m'assurais d'en oublier aucun rationnel sur mon parcours. Comme ça, je m'assure de toutes les avoir. Quand je fais la même chose avec les nombres réels, c'est qu'on n'est pas capable de s'assurer que j'en ai oublié aucun.
Tu sais, il existe toujours un nombre entre deux là, qu'on n'est pas capable de distinguer tellement qu'il peut y avoir une infinité de décimales. Et à cause de ça, il est impossible de définir une fonction qui est bijective. Fait que les réels n'ont pas la même cardinalité que les nombres naturels. Une petite définition, là, un ensemble est dit infini est dit dénombrable s'il existe une bijection entre l'ensemble des naturels. Fait que infini dénombrable, c'est un infini de la grandeur des naturels. Puis là, il existe des notations, là, aleph 0, là. Moi, je n'utiliserai jamais ça. Si c'est pas dénombrable, par exemple, les ensembles des réels est indénombrable, mais là, on peut dire que l'infini va être plus grand, ou il va avoir existé plusieurs types d'infinis. Donc, plus que l'ensemble des nombres réels est non dénombrable, il existe plusieurs infinis. Puis, on peut démontrer, donc ça, il y a une notation pour ça, là. Il y a le aleph 1 pour les réels. Puis, il en existe d'autres, des infinis plus grands. Puis, on pourrait encore une fois aller les chercher. Cette section-là est quand même un peu plus poussée. C'est une section surtout plus intéressante. Essayez quand même l'exercice 5, je suis sûr que vous êtes capable de le faire. Là. Donc, démontrer que l'ensemble des naturels, composé des naturels, donc a la même cardinalité que l'ensemble 2n qui sont seulement les naturels pairs. Et essayez de trouver une fonction bijective qui va faire en sorte que ça fonctionne. Je suis sûr que vous êtes capable. Et ça termine cette vidéo-là sur les fonctions injectives, surjectives et les infinis.